Bismillah. Le paysage offrait du rêve dans ses moindres détails. Jean-Loup ne parvenait pas à détacher son regard des eaux miroitantes de l'étang de l'Indre. Paisible sous le soleil couchant, il y retrouvait cette poésie inégalable que certains peintres savent immobiliser sur leur toile. Le garçon se souvenait en particulier d'une œuvre qu'il avait eu l'occasion d'admirer quelques années auparavant. Rêverie, un tableau datant du siècle précédent, œuvre d'un artiste espagnol, Juan Brull Viroles. Le même charme délicat émanait de l'étang lorrain en cette fin de jour. Jean-Loup, tu rêvasses? C'est exactement cela, confirma-t-il. Le garçon, s'arrachant enfin à sa contemplation, regarda Isabelle en souriant. Isabelle, une fille de son âge qu'il avait rencontrée à Guermanges. Le lendemain était un samedi, et depuis le début de la semaine, les deux jeunes gens ne se quittaient plus. Dis, proposa Isabelle, si on rentrait? Il se faisait tard. Bientôt le soleil plongerait complètement dans les eaux à peine ridées. Si tu veux, fit-il. Isabelle logea sa main dans celle du garçon pour rebrousser chemin. La région est d'un calme absolu, observa Jean-Loup. Je crois que je vais garder un excellent souvenir de la Lorraine. Je parie qu'il ne s'y passe jamais rien. D'être en toi. La jeune fille se serra un peu contre l'épaule de son ami. Tiens, ajouta-t-elle, un exemple depuis plus d'un an, des incendies se déclarent ici et là, dans une forêt aux abords d'une bourgade. Des accidents sans doute, non, des incendies criminels, l'œuvre d'un détraqué, et on ne parvient pas à mettre la main sur le pyromane. Tu sais, ça ne doit pas être évident. Benji, le chien de Jean-Loup, émergea à cet instant des roseaux, les pattes mouillées et le souffle bruyant. Il s'en est donné à cœur joie, constata Isabelle. Et toi? Moi, répondit le garçon, j'ai vu des hérons cendrés. La jeune fille eut un petit rire. Romantique. Peut-être. Des arbres morts se dressaient sur la rive, le crépuscule permettait encore de discerner dans leur forme tourmentée les ténèbres qui semblaient monter du sol. Quantité d'animaux nichent dans ces troncs, chuchota Isabelle. Des rats, des insectes, des rapaces. Et des petits oiseaux aussi, ajouta Jean-Loup. Oui, les poissons mangent les insectes, les petits oiseaux font de même, les rats mangent ce qu'ils trouvent et les rapaces les mettent finalement tous d'accord, non? Possible, fit Isabelle. Puis changeant de sujet de conversation, dis, tu viendras à la fête que j'organise demain soir? Jean-Loup montra une légère hésitation. Ne connaissant personne à part sa nouvelle amie, il se sentirait probablement gêné parmi ses invités. Tu viendras? Insista la jeune fille. Bon, je viendrai. La petite fête était prévue au domicile d'Isabelle. Il s'agissait d'une villa d'aspect cossu, placée au centre d'un parc bien entretenu, où massifs de fleurs et bosquets judicieusement disposés créaient un décor reposant. Le père d'Isabelle exerçait le métier d'ingénieur, sa mère celui d'infirmière libérale. La famille jouissait visiblement d'une aisance financière enviable. Jean-Loup était arrivé depuis 2 heures. Tes parents sont absents, avait-il constaté. Oui, jusqu'à lundi matin. Le garçon avait montré un sourire complice. Et tu en profites pour disposer des lieux à ta guise. Isabelle avait souri à son tour, si on veut, mais j'ai leur permission tout de même. Jean-Loup se déplaça vers une porte-fenêtre dont il écarta les rideaux. Le ciel offrait ses couleurs vespérales. Les lumières papillotantes du couchant s'accrochaient encore aux cimes. Tu as laissé Benji près de ta tante, questionna Isabelle. Oui, 10 minutes plus tard, l'arrivée d'un groupe de jeunes gens troublait le soir. Les amis d'Isabelle prenaient le parc d'assaut, la plupart juchaient sur des cyclomoteurs, quelques-uns à bord d'une voiture de sport. Ah, s'exclama la jeune fille, les voilà. Ainsi qu'il avait redouté, Jean-Loup éprouva rapidement un malaise désagréable parmi ces jeunes qu'il rencontrait pour la première fois. S'en rendant compte, Isabelle se tenait le plus souvent possible à ses côtés. La surprise, partie, se déroulait dans une ambiance débordante de vitalité. Jean-Loup avait toutefois remarqué que les garçons venus en voiture, au nombre de 5, âgés d'une vingtaine d'années chacun, s'étaient écartés du groupe et s'entretenaient à voix basse avec des attitudes de conspirateurs. Les autres se tortillaient sur des rythmes disco, s'empiffraient de pâtisseries et de confiseries, mettaient à mal le stock de boissons, le tout dans un concert d'éclats de rire, d'exclamations, de plaisanteries. Isabelle posa une main sur l'épaule de Jean-Loup. Tu t'ennuies? Non. Tu ne t'ennuies pas, mais tu ne t'amuses pas non plus. C'est vrai, avoua le garçon. Il eut un sourire qui se voulut réconfortant. Ne t'en fais pas, ça n'empêche nullement d'apprécier ton invitation.
Tu préfères qu'on se promène un moment dans le parc? Je veux bien, oui. Jean-Loup et Isabelle s'étaient éloignés de la villa. Main dans la main, l'air se révélait tiède, parfumé, propice à la flânerie. On s'assoit un peu sur le gazon, suggéra la jeune fille. D'accord. Jean-Loup se sentait mieux tout à coup. Il se laissa aller sur les coudes, les jambes bien tendues. Isabelle s'installa en tailleur. Les échos de la fête leur parvenaient assourdis par la distance. Quand reprends-tu la route? Questionna soudain Isabelle. Je ne sais pas, quand j'en aurai envie. Et tu en as envie? Non. Isabelle garda le silence une longue minute. J'aimerais que tu restes un peu, confia-t-elle finalement. Dans ce cas, je resterai un peu. Les deux jeunes gens ne se voyaient pas vraiment, se devinaient plutôt dans l'obscurité fluide de la nuit étoilée. Jean-Loup se taisait. La compagnie d'Isabelle lui apportait un bien-être proche de la sérénité. Le garçon venait de fermer les yeux lorsque la voix de son ami le fit tressaillir. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Jean-Loup examina aussitôt la façade de la villa. Des silhouettes en jaillissaient, des moteurs ronflaient déjà dans la nuit. La voiture de sport démarra sèchement, s'engagea dans l'allée. Les cyclos suivirent avec un temps de retard. D'un mouvement identique, Jean-Loup et Isabelle se levèrent pour se précipiter vers la bâtisse désertée. Du groupe d'invités ne restait que la meilleure amie d'Isabelle, une rouquine de 17 ans prénommée Sabine. Cette dernière paraissait catastrophée, les larmes au bord des paupières. Que s'est-il passé, s'effara Isabelle. Ils sont tous partis, je le vois bien, mais pourquoi et sans rien me dire? Sabine s'affaissa dans un fauteuil, tandis que Jean-Loup allait éteindre la chaîne hi-fi, qui continuait à diffuser des airs endiablés. C'est Gilles qui a eu l'idée. Jean-Loup s'approcha des adolescentes. Qui est Gilles? Celui qui conduit le coupé Fiat, précisa Isabelle. Puis s'adressant de nouveau à son ami, alors cette idée? Rollweisberg, ils veulent l'incendier pour s'amuser. Les larmes, difficilement réprimées, s'échappèrent soudain d'entre les paupières de Sabine, glissèrent sur ses joues. Elle ne les essuya pas, peu soucieuse de son apparence. Isabelle regarda Jean-Loup. Rollweisberg, expliqua-t-elle, c'est un bourg situé à l'orée de la forêt de Rommersberg. Le garçon n'en croyait pas ses oreilles. Il veut faire brûler les habitants, fit-il sidéré. Non, Rollweisberg est abandonné depuis fort longtemps. Le feu ne détruirait rien d'autre que des charpentes, des fenêtres, des volets. Du bois, en somme. Seulement il s'agit d'un site classé, protégé par le ministère de l'Environnement. Ensuite il y a la forêt. Dieu, subhanahu, quelle idée de fou. Mon frère est parti avec eux, sanglota Sabine. Il faut faire quelque chose, déclara Isabelle. Bien sûr, concéda Jean-Loup, mais quoi et comment? Son ami révélait une autorité insoupçonnée. Sabine, tu préviens la gendarmerie. Jean-Loup et moi, nous allons essayer de les empêcher d'atteindre le bourg. Isabelle donna de la lumière dans le vaste garage, désignant une Peugeot 204 blanche. Ma mère s'en sert en semaine, dit-elle. Jean-Loup sentit une boule se former dans sa gorge. Il comprenait parfaitement les intentions de son ami, et celle-ci ne lui plairait guère. De toute façon, fit-il remarquer, c'est trop tard, on ne les rattrapera plus. Essayons toujours. Isabelle s'obstinait, son entêtement semblait façonné dans un bloc de granit, et le garçon ne douta pas qu'il céderait en fin de compte. Et si on va au fossé? Répliqua-t-il néanmoins. Tu n'auras qu'à faire attention, Jean-Loup. Fais démarrer la voiture, les clés sont sur le tableau de bord. Moi, j'ouvre les portes. Vite! L'adolescent s'installa au volant à contre-cœur. Il mit le contact, tourna la clé après avoir tiré le starter. Le moteur ronfla à la première sollicitation, anéantissant tous les espoirs du garçon. Isabelle s'engouffra dans la Peugeot, claqua sa portière. Je vais te guider, dit-elle. Tu sais conduire, j'espère. À peu près. Jean-Loup mit les phares, enclencha la première en douceur. En d'autres circonstances, Jean-Loup eût apprécié à sa juste valeur la forêt des Rommersberg, sa futée de chênes, de hêtres, d'épicéas. De nuit, au terme d'une course-poursuite éprouvante, il n'avait nulle envie de communier avec la nature environnante. À droite, lança Isabelle. Rollweisberg n'est plus qu'à 300 mètres environ. Sur la route, ils avaient rejoint les cyclomoteurs. Isabelle avait usé de tout son pouvoir de persuasion pour raisonner les garçons, et ceux-ci avaient bon gré, malgré accepté de regagner leur domicile. Gilles exerce une certaine influence sur ses camarades, commenta Isabelle. Il le sait et il l'utilise. Seulement, il prend souvent des initiatives regrettables. Absorbé par le pilotage de la Peugeot, Jean-Loup s'abstint de prononcer la moindre parole. Un dernier virage, et Rollweisberg surgit dans la lumière des phares en même temps que le coupé Fiat de Gilles. Ils sont bien là. Oui, murmura le garçon, ils sont là. Et maintenant? Viens.
Isabelle s'élança sans attendre davantage hors de la Peugeot, Jean Loup sur ses talons. Elle courait trébuchant sur les inégalités du sol dans la nuit scellée les traîtrises. Gilles, un cri qui donna la chair de poule à Jean Loup, un appel dans une obscurité paisible, possède quelque chose de pathétique, de douloureux. Ça ne laissait jamais indifférent. Gilles, un crépitement significatif stoppa les deux jeunes gens dans leur élan. Un reflet roussâtre venait palpiter aux vitres d'une fenêtre et ils surent que les autres n'avaient pas renoncé à leur projet proche de la démence. Isabelle pénétra en tremble dans la maison. Jean-Loup, après une brève hésitation, la rejoignit. Les 5 garçons se trouvaient en contemplation autour du brasier qu'ils avaient confectionné à l'intérieur de la vieille bâtisse. Ils sursautèrent avec un bel ensemble lorsqu'Isabelle les interpella vivement. « Vous êtes fous? Qu'est-ce qui vous prend ?» Avec calme, Gilles se plaça entre le tas de branchages enflammés et les deux nouveaux venus. Une provocation sans détour. Jean-Loup n'en menait pas large. Il se sentait de taille à affronter Gilles, mais pas les 5 réunis. « Vous ne savez pas ce que vous faites » reprit Isabelle. « Si, » répliqua Gilles, « on va brûler ces cabanes. Ça fera une flambée nocturne de toute beauté. » Il semblait vain de chercher à discuter avec Gilles. En désespoir de cause, Isabelle s'adressa à ses compagnons. « Toi, Éric, tu ne te rends pas compte. Celui-ci se dandina sur place, indécis. C'était un brave garçon sur lequel Gilles maintenait malheureusement une emprise constante. « Alain, continuait Isabelle, réfléchis-toi. Si la forêt prend feu, que ferez-vous » Gilles s'avança d'un pas, le regard durci dans son dos, le brasier s'amplifiait. Quelques branches sèches encore et il gagnerait la bâtisse dans sa totalité. Ça suffit maintenant. Jean-Loup ne savait trop s'il devait ou non se manifester. Pour l'instant, il se tenait sagement immobile derrière son ami, les mains dans les poches, un œil sur les flammes, l'autre sur Gilles. Ce dernier s'impatientait peu à peu, pourtant la jeune fille ne désarmait pas. « Pourquoi fais-tu ça? C'est insensé. » « J'aime le feu, j'aime créer le feu par-dessus tout. L'incendie de la forêt de Fénétrange, l'an dernier, c'était moi le responsable. Celui du petit village à côté de Sarrebourg aussi. Et quelques autres, également en moins 3. » Un silence pesant succéda à ces révélations. Du coup, chacun semblait frappé de mutisme. À la clarté mouvementée du brasier, tous dévisageaient Gilles avec des yeux incrédules, l'expression d'une stupeur démesurée. Ce fut Éric qui rompit le silence. « Ainsi le pyromane, c'était toi ?» « Eh oui, confirma-t-il hâbleur. Éric pivota brusquement sur lui-même pour faire face à ses camarades. « Il faut éteindre ce feu !» s'écria-t-il, visiblement paniqué. Gilles serra ostensiblement les poings, et Jean-Loup devina qu'une bousculade devenait inévitable et ne se trompait pas. La seconde suivante, Gilles empoignait sauvagement Éric, les deux adversaires roulèrent sur le sol, membres entremêlés. Jean-Loup traversait le parc sans hâte. Ses bagages alourdissaient inhabituellement ses épaules. Il se sentait las, fatigué, en ce matin où l'air restait frais bien que le soleil chauffât la région depuis l'aube. Benji allait à ses côtés, adaptant sa progression à celle de son jeune maître. Parvenu à la sortie de la propriété, Jean-Loup se retourna, vit qu'Isabelle les regardait s'éloigner, attristée. Le garçon agita une main en signe d'adieu, elle fit de même. La Peugeot se trouvait de nouveau dans le garage. Quant à Gilles, il avait quitté Rolleweisberg dans une estafette de la gendarmerie. Ses camarades également. Jean-Loup ne tenait pas à savoir quelle suite serait donnée à cette affaire. De la Lorraine, il conserverait nostalgie et amertume. Bien sûr, les deux amis avaient échangé leurs adresses respectives. « Je t'écrirai. »« Moi aussi. » Des mots, des promesses. Qu'en survivrait-il d'ici quelques mois? Une voiture s'annonça sur la route. Jean-Loup attendit au bord de la chaussée, le pouce levé.